moi, juste une petite question, mais Oui, enfin, je sais pas, au fond, c'est juste confirmation. En SARL, le gérant majoritaire, s'il n'est pas rémunéré, il est quand même, enfin, il est quand même soumis à la fiscalité RSI. oui, pour un minimum de cotisation. D'accord, merci. Ouais. Activité. Donc maintenant, j'oublie la SARL et on va comparer la SAS et la société civile. Une SAS peut exercer une activité et commerciale et civile, et une société civile uniquement une activité civile. En termes de conflit, pour la SAS, je préfère, puisqu'on a affaire au juge commercial, alors que civil, juge civil. Holding, commissaire aux apports pour une SAS, donc si on voit à court terme, ah vite, on est pressé, évidemment, donc il vaut mieux ici une société civile, parce qu'il n'y a pas de nécessité d'un commissaire aux apports lorsque la holding est une société civile. La SAS peut être une holding animatrice, passive, mixte, et elle peut passer des conventions de service. Les conventions de service sont très prisées dans une holding, ce qui permet en fait d'avoir une rémunération déguisée, parce que bien souvent, on force sur le prix des conventions de service. Mais on peut avoir l'inconvénient de la taxe sur les salaires. Une société civile ne peut pas passer des conventions de service, elle ne peut pas rendre des services, puisque ces services sont de nature commerciale. Donc impossible. Alors convention impossible et pas de taxe sur les salaires si on a le régime des TNS. Voilà. Nature de l'activité, impossible pour une société civile d'accomplir des actes de commerce. On a la création d'une société en participation, donc création d'une société de fait, qui est susceptible, en cas de conflit, qui va avoir passé tous les actes de nature commerciale. Au plan fiscal, une société civile peut accomplir des actes de commerce. Elle sera simplement assujettie à l'IS. Voilà. Vous voyez bien qu'il convient toujours de distinguer au plan civil et au plan fiscal. D'ailleurs, on a vu que une société civile ne peut pas accomplir des actes de commerce qualifiés en tant que tels au plan civil. Mais elle peut accomplir des actes qualifiés de commercial par l'administration fiscale. Et notamment le loueur en meublé. J'entends encore récemment, ah mais non, on peut pas, c'est une société civile. Attendez, voilà, si, elle peut. Donc au plan civil, tous les actes sont passés par une société commerciale créée de fait, deux sociétés coexistent, et l'activité civile est réputée être exercée par la société civile. Et si elle n'a plus d'activité civile, elle est dissoute de plein droit. Et l'activité commerciale, elle est exercée par une société dite en participation, avec l'inconvénient qu'on a cité, les associés sont solidairement, indéfiniment, mais comme une société civile, mais en plus solidairement responsables du passif social. Au plan fiscal, la société qui exerce une activité relevant des BIC ne peut pas relever des BIC, et donc elle sera assujettie à l'IS. C'est la règle fiscale, c'est tout. Voilà, on l'applique. C'est pour ça qu'on va créer notamment des SARL de famille. Pourquoi? Pour profiter du régime des BIC, notamment. C'est un piège pour moi. Voilà. Pourquoi c'est un piège? Parce que le régime des BIC, des plus-values professionnelles, présente un inconvénient majeur, sauf pour le loueur en meublé non professionnel, c'est que la donation n'efface pas la plus-value. Voilà. Donc pour moi, c'est lourd ça quand même. Donc j'en fais pas. Avec une société civile, il est impossible de bénéficier du régime des plus-values professionnelles.
Et si la société exerce une activité commerciale et réalise plus de 10% de son chiffre d'affaires dans une activité commerciale, elle sera assujettie de plein droit à l'IS. Ce n'est pas une option à l'IS. Voilà. Elle a vocation à revenir à un moment donné à l'IR quand elle cesse ses activités commerciales. Et je vous ai évoqué la jurisprudence, donc la voici, du Conseil d'État, se pose la question du retour à l'impôt sur le revenu. Et je m'interroge, quelles sont les conséquences fiscales du retour à l'IR? Je ne sais pas. Je n'ai pas de jurisprudence, à ma connaissance. Un critère de choix, là aussi, c'est IR ou IS, donc c'est la fiscalité qui va guider, j'aime pas dire ça, la forme juridique. Si c'est l'IS, attention, pour les biens de jouissance, ne jamais, sauf exception, ne jamais mettre un bien de jouissance dans une structure à l'IS. Pourquoi? Parce qu'on va voir deux conséquences fiscales. L'administration fiscale va vous inventer un loyer, va prendre la valeur locative et en chiffre d'affaires, la société est supposée réaliser ce chiffre d'affaires correspondant à la valeur locative du bien. Et l'associé personne physique va être imposé en tant qu'avantage en nature. Alors, je connais des clients qui achètent même leur résidence principale dans leur société commerciale. Bon, pas vu, pas pris. Donc voilà, c'est noyé dans le poisson, c'est noyé, donc on ne voit pas. Bon. Et si c'est une SAS, ça peut être un acte anormal de gestion. Parce que quand je dis dissocier l'avoir, le pouvoir, le droit financier, et pour la société civile, le droit de profiter, le droit de jouissance, si c'est une SAS, ça peut être qualifié d'un acte anormal de gestion ou d'un abus de bien social. Les associés, SAS, société civile, donc la responsabilité des associés, ça c'est un critère aussi de choix assez déterminant, c'est que pour la société civile, la responsabilité est illimitée. Non solidaire, mais illimitée. Le nombre d'associés, un associé pour la SAS, alors je ne fais jamais de SASU, jamais. Pourquoi? Parce que la règle, c'est que j'associe dès le plus jeune âge tous les enfants au capital de la société. Je n'ai pas de SASU. Et à la société civile, 2 au moment de la création, mais il peut y avoir qu'un seul associé en cours de vie sociale. Si jamais un tiers, donc un tiers qui est intéressé, exige qu'il y ait 2 associés, eh bien il y a 1 an de délai pour trouver un autre associé pour régulariser la situation. Capital, apport en nature, oui, donc au moins 50% du capital libéré aux apports. Alors, je ne mets pas dans les statuts, les fonds ont été déposés chez maître un tel ou à la banque, patati patata. Pourquoi? Parce qu'il faut l'attestation bancaire, patati patata. Donc je dis que dans la société civile, les fonds, le capital sera libéré à la demande de la gérance. Comme ça, je n'ai pas à l'ouvrir un compte bancaire avant des opérations. On peut choisir pour les 2 formes de société un capital variable. Donc voici les responsabilités. Responsabilité limitée aux apports. D'ailleurs, bien souvent, on entend beaucoup de choses, que pour le chef d'entreprise, il faut, pour le contrat de mariage, s'il veut passer à un contrat de mariage, c'est la séparation de biens. Encore un dogme, qu'on entend encore, dans certains masters en gestion de patrimoine. Bon, je plaisante. Mais vous voyez bien que, oui, c'est vrai qu'un régime séparatiste, c'est très intéressant pour le chef d'entreprise pour se protéger d'un divorce. D'accord. Mais autrement, à l'égard des créanciers, c'est une erreur de penser ça, sauf s'il exerce en forme de société où la responsabilité est illimitée. Mais comme les sociétés commerciales, la plupart, limitent la responsabilité aux apports, que vient faire la proposition ou le dogme de dire que pour un chef d'entreprise, c'est la séparation de biens. C'est encore des idées préconçues. Je termine un cours sur les dogmes en gestion de patrimoine. Bon, il me faut du temps, mais voilà. La séparation de biens pour le régime, pour le chef d'entreprise, enfin voilà. Pour la société civile, responsabilité indéfinie, mais non solidaire. Ça veut dire à proportion des dettes sociales.
Et on va limiter la responsabilité jusqu'à la majorité donc de l'enfant. Comme ça plaît aux banques. Alors il y a pas mal de banques encore qui n'aiment pas voir personne, n'aiment voir des enfants mineurs. Il n'y a que moi qui me réjouis de mettre des enfants mineurs au capital des sociétés. Hein. Vous avez vu, mais l'idée c'est que dès que je crée une société, il y a tout intérêt à associer ses descendants au capital de la société. On a transmis. On a potentiellement économisé 45% de droits de mutation à titre gratuit. C'est ça où ça frappe le plus. Donc j'ai plus besoin même d'appliquer un Dutreil puisque j'ai été transmis. Bon. Donc, et donc je vais limiter la responsabilité de l'enfant mineur jusqu'à sa majorité. Ah. Libération du capital pour la SAS, obligation de libérer au moins 50% du capital. Pour la société civile, pas forcément. Donc oui, si je fais un apport en nature, je vais obligatoirement libérer au moment de l'apport, mais pour les apports en numéraire, voilà, aucune obligation de libération. Il va falloir libérer le capital. Alors, vive le capital faible, hein, toujours. Je ne vais jamais choisir un capital fort, parce que sinon, il ne va jamais être libéré. Ce qui peut poser des difficultés, et notamment, en termes, si c'est à l'IS, pour bénéficier du taux réduit de l'IS, il faut que le capital soit entièrement libéré. Et puis, j'ai une deuxième contrainte, c'est que j'ai tout intérêt à libérer le capital, notamment pour la déductibilité des intérêts des comptes courants d'associés. Parce que, oui, dans une société civile aussi, hein, vous voyez, dans l'emprunt, je fais un compte courant, je récupère mon compte courant, je le substitue au prêt, à mon compte courant d'un prêt bancaire, par exemple, hein, bien, les intérêts du compte courant seront déductibles au même titre que les intérêts de l'emprunt. Donc j'ai tout intérêt à libérer le capital. Donc, la SAS, impossibilité de négocier les actions, d'émettre des obligations, donc pas de taux réduit pour la société civile, taux réduit de l'IS, et les comptes courants, impossibilité de déduire les intérêts. Direction, la liberté statutaire. Et avantage à la SAS, c'est qu'on peut nommer président une personne morale. Je m'en servir très souvent dans les dispositifs Pacte Dutreil. Parce que dans le Pacte Dutreil, la fragilité, une des fragilités, c'est la fonction de direction. En nommant une personne morale, une holding, en tant que président, eh bien, ça consolide la fonction de direction au Pacte Dutreil. Voilà. C'est intéressant, que les autres sociétés ne permettent pas. Hein. Pardon. Pour la société civile, liberté statutaire également pour nommer les dirigeants. Et je nomme les dirigeants successifs. Et on a vu que je me donne la possibilité de révoquer par avance les dirigeants successifs qui figurent dans les statuts. Et tous les actes, le président il faut un président dans la SAS. Hein. D'ailleurs, si vous mettez des directeurs généraux, vous avez intérêt à préciser qu'ils ont un pouvoir de représentation à l'égard des tiers. Si vous ne précisez pas ça, ils n'ont pas forcément la fonction éligible au Pacte Dutreil. La fonction éligible au Pacte Dutreil dépend essentiellement du pouvoir de représentation à l'égard des tiers. Or, comme il n'y a aucun texte qui impose la nomination d'un directeur général et les pouvoirs dans une SAS, il convient de préciser l'étendue des pouvoirs du directeur général. Alors, le président, il a tous les pouvoirs de représentation, ce n'est pas la peine de le préciser. Le gérant d'une société civile aussi. Donc, dirigeants, représentants, voici pour la SAS, un président et un seul, pas de coprésidence possible, contrairement à la société anonyme, on l'a vu. Hein. Mais il y a quelques SAS qui existent et qui ont une coprésidence, mais bon, ça passait au travers de certains greffes, on va dire comme ça, personne physique ou personne morale. Société civile, liberté statutaire, et le gérant représente la société à l'égard des tiers. On peut avoir des cogérances. En tous les cas, quand il y a une cogérance, chaque gérant peut prendre les décisions, hein, seul. On peut limiter à titre interne les pouvoirs de la gérance, mais sinon c'est inopposable aux tiers.
Donc attention à la rédaction de l'objet social pour les sociétés civiles. Les pouvoirs, donc dans les rapports avec les tiers, voilà, ce qui va importer, c'est pour la société civile l'objet social. Alors que quel que soit l'objet social pour la SAS, eh bien, le dirigeant a tous les pouvoirs. Alors j'ai des objets sociaux très très larges, tant pour la SAS, alors, quelquefois les clients veulent voir figurer et ils me donnent 3 pages d'objet social. Donc voilà, je dis que la SAS peut accomplir tous les actes civils et commerciaux, et notamment, parce que si à un moment donné je veux changer d'activité, ben, pour l'administration fiscale, le changement d'objet social entraîne les effets de la cessation d'entreprise au plan fiscal. Pour la jurisprudence, non. D'ailleurs, quand je change les statuts, j'indique que selon la jurisprudence constante, le changement d'objet social, quelle qu'en soit l'importance, ne constitue pas une cessation d'entreprise. Voilà. J'aide l'administration fiscale à prendre les bonnes décisions. Parce que s'il y a des jurisprudences, c'est que l'administration fiscale attaque. Donc voilà, j'anticipe et je dis que le changement... Et donc en prenant un objet social très large, je n'ai pas nécessité de modifier l'objet social si je veux adjoindre une activité à ma société. Pouvoir du dirigeant, pouvoir avec les tiers, donc ça, société civile, les rapports entre associés, l'importance de l'objet social. À l'égard des tiers, impossibilité pour une société civile de passer des actes qui ne rentrent pas dans l'objet social. Mais quel risque? Quel risque? Est-ce que ça peut entraîner la nullité de la décision? Oui, nullité de la décision, ça peut l'entraîner. Une assemblée qui décide éventuellement, voilà, ça peut entraîner une nullité de décision, mais pas d'un acte. Sauf disposition légale contraire, il n'y a pas de nullité sans texte. Donc c'est clair. Donc, sauf une exception où le juge a fait annuler la vente réalisée par un gérant alors que l'objet social ne le permettait pas, non, mais c'est une erreur de justice, mais sinon, non, il n'y a pas de nullité sans texte. Et, bien tiens, je vous ai cité là, ici, la jurisprudence de la propriété. Pour la jurisprudence antérieure, le terme propriété n'autorise pas le gérant à vendre l'immeuble. Et la dernière jurisprudence, il faut que j'en rajoute d'ailleurs, ici, la dernière jurisprudence autorise le gérant, le terme propriété autorise le gérant à vendre l'immeuble. Direction, donc acte anormal de gestion, oui, on peut avoir un acte anormal de gestion tant pour la SAS que la société civile, mais en tous les cas, on ne peut pas avoir un abus de biens sociaux dans la société civile. Une société civile peut faire un prêt à ses associés, dès lors que c'est prévu dans les statuts, ou décidé à l'unanimité si ce n'est pas prévu par les statuts, il n'y a pas d'abus de biens social. Et si la société est à l'IS, en principe, le prêt ou le compte courant de débiteur est taxé en principe comme un revenu distribué, sauf preuve contraire. Voilà. C'est une présomption de distribution qui peut être combattue simplement par le dépôt du formulaire sur Internet auprès de l'administration fiscale. Voilà, donc avant le déblocage des fonds, je formalise avec l'imprimé fiscal, je ne sais plus lequel, mais il est disponible sur Internet, je formalise le prêt, je mets un taux d'intérêt parce que l'administration fiscale exige un taux d'intérêt. Si c'est une société civile, en principe, non. Mais, eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas taxé comme un revenu distribué. C'est un prêt qui sera remboursé. Voilà. Donc, pensez à chaque fois, tiens, comment obtenir
j'ai un discours fiscal. Comment obtenir du cash sans impôt? Bon, c'est un prêt. Voilà. La société me fait un prêt que je rembourserai en temps utile. Bon, je vais préciser, bien sûr, dans le contrat de prêt, les conditions. Acte normal de gestion, la SAS, oui. Société civile, oui. Un acte, donc voilà la définition d'un acte anormal de gestion, avec comme conséquence fiscale la réintégration de la charge ou du produit dans le résultat imposable. Alors, on me dit qu'il n'y a pas d'acte anormal de gestion pour les sociétés civiles, donc je vous ai mis ici, il peut y en avoir. Abus de biens sociaux pour la SAS, société civile, non. Donc avec des conséquences pour la SAS, enfin pour les sociétés de forme commerciale, bon, prison et emprisonnement et amende. Avance et prêt par les associés ou aux associés, donc SAS, abus de biens sociaux, société civile, non. Voilà. Donc c'est un choix aussi important. Alors souvent, je dis SAS ou société civile. Alors voici la réponse. La plupart du temps, c'est une question de philosophie. Si c'est pour développer l'outil professionnel, créer des sociétés, bien plutôt la SAS. Si c'est pour fluidifier la trésorerie, pour aller du patrimoine professionnel vers le patrimoine privé notamment, société civile. Voilà. Notamment parce que je n'ai pas d'abus de biens sociaux et la société peut faire des prêts à ses associés. À moi donc. Voilà. Que je rembourserai à mes 149 ans. Vous voyez bien que comment obtenir des liquidités sans impôt, c'est pas à moi, c'est un prêt. Bon, il va falloir que je le rembourse. Mais il sera remboursé à mon décès. Alors on me dit, monsieur Réal, c'est de l'abus de droit, il faut motiver. J'ai dit, mais non. Ce qui est anormal, c'est l'article 111 du Code général des impôts, qui traite, en fait, comme une distribution de dividendes, un prêt. Un prêt, c'est un prêt. Voilà. C'est ça qui est anormal. Mais on a vu qu'il suffit de remplir l'imprimé fiscal et de le déposer auprès de l'administration avant le déblocage des fonds. Donc voilà, l'article 111, sauf preuve contraire du prêt. Donc j'invite, voilà, je vous ai mis les références également du lien internet pour accéder au formulaire. Pas d'abus de droit fiscal. Vous voyez que des situations anormales, elles deviennent normales. Tellement on nous serine toujours la même chose. Non, je plaisante. Enfin, nomination des dirigeants, rémunération, durée et révocation. On a vu, c'est la liberté statutaire pour les deux. Décision de rémunération, liberté statutaire. Durée des fonctions, liberté statutaire. Révocation, liberté statutaire pour les deux formes. Alors voilà. Ici, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Et c'est très intéressant. Vous voyez, le métier de conseil, c'est formidable. Pourquoi? Parce que l'œil extérieur va amener, j'ai un rendez-vous là à 14h, justement, sur ce sujet, en termes de gouvernance d'entreprise, de poser les bonnes questions, en fait. Et si. Vous avez, dans le cas là que je vais traiter, j'ai des associés étrangers. Ah oui, ils ont été associés dès la création. Donc, ça reste pour l'instant des amis. Mais ils détiennent une part significative du capital. Vous voyez que, s'il y en a un qui décède de ses amis, eh bien, les héritiers, donc notamment ses enfants, voire ce conjoint, en principe, vont hériter des actions de la SAS. Donc on a des clauses d'agrément, mais quand c'est une part significative, on n'a pas forcément envie de racheter des actions. Il faut des sous. Donc il faut regarder. Ouais, par exemple, dans cette situation-là, je vais proposer qu'en cas de décès de l'un des associés fondateurs, bien à ce moment-là, le droit de vote de la famille dont l'associé fondateur est décédé, même s'il détient, je dis une bêtise, 40% du capital, eh bien, le droit de vote de ces 40% sera divisé par 4. Donc, ils auront 10% de l'ensemble des droits de vote de la société. Après, on répartit les droits de vote, ils se débrouillent pour répartir les droits de vote entre leur famille,
Mais en tout cas, on va respecter l'égalité de 40% en dividendes, mais le pouvoir de cette famille, qui n'est plus représenté par un associé fondateur, va être divisé par 4. Et le pouvoir donc va être reporté sur les autres. Mais on peut tout faire. C'est formidable. Voilà. Donc liberté statutaire. Alors, le gérant est révocable pour cause légitime à la demande de tout associé. Et là encore, jurisprudence récente, révocation judiciaire pour absence de rapport annuel de gestion. Alors, ça m'intéresse, moi, hein, toujours, je regarde tout ce qui se passe, enfin, j'essaye. Pourquoi? Parce que j'ai modifié les statuts, notamment en cas de révocation judiciaire pour une cause légitime. Eh bien, le nouveau gérant est désigné à la majorité des droits de vote. Et toc. Et donc, tiens, la majorité des droits de vote va me redésigner gérant. Bon, et je tiendrai ensuite le rapport annuel de gestion. Voilà, parce que sinon, vous voyez bien que c'est le pouvoir souverain du juge. Hein. Et le vote. Ah, le vote des associés. Vous avez vu que... Alors, la gouvernance dans notre... ça me fait rigoler. Enfin, il ne faut pas trop que je rigole, parce que... il y a sans doute des raisons à ça, je ne sais pas lesquelles, mais souvent, tout ce qui concerne les gouvernances d'entreprises familiales, on me dit, il faut être démocratique, il faut être démocratique, il faut être démocratique. Et la grande mode depuis des années, c'est de proposer des sociétés anonymes avec conseil de surveillance. Mais c'est fou, c'est fait, tout est dans le conseil de surveillance, hein. Il y a vraiment une opposition des pouvoirs entre le conseil de surveillance et la direction qui fait qu'on arrive à des situations de blocage. Voilà. Alors, c'est le régime un peu en Allemagne, hein, le régime légal des sociétés anonymes, on s'est inspiré du droit allemand, mais le droit allemand, la philosophie n'est pas la même. Il n'y a pas d'opposition de pouvoir. En France, il y a un ego un peu surdimensionné, c'est comme ça, qui fait que voilà, on est très attaché au pouvoir et on n'aime pas la démocratie. Et les conseils en gouvernance disent, ah ben non, maintenant c'est bien, le conseil de surveillance, c'est la forme qu'il faut adopter. Il faut regarder l'origine des sociétés anonymes. Quand vous regardez bien, alors c'est Napoléon qui a instauré la société anonyme, il a voulu un esprit démocratique. Alors, on voyait bien que Napoléon ne faisait partie d'aucune société, parce que lui, la démocratie, je ne sais pas s'il savait ce que c'était, mais en tous les cas, ce qui a présidé à la création de la société anonyme, eh bien, c'est la démocratie. Et quand vous regardez bien les textes, qui a le pouvoir? C'est pas le président. Hein. Le président, c'est vraiment aucun pouvoir. Le président que vous regardez, celui qui tient véritablement c'est le pouvoir, c'est le directeur général. Ah oui, oui, c'est lui. Mais encore au-dessus de lui, c'est le conseil d'administration, puisqu'ils sont révocables ad notam. Voilà. Alors, s'il n'a pas les pouvoirs en droit de vote, il est révocable ad notam. Donc, vous voyez bien. Alors, moi, je fais l'inverse. Je fais une pyramide, voilà, une vraie pyramide. C'est-à-dire, tant que mon client, le chef d'entreprise, est vivant, je vais concentrer tous les pouvoirs. C'est lui seul qui va décider. Lui seul. Que ce soit parce qu'il a la qualité d'associé, par exemple fondateur, qu'il ait la qualité de président, ou qu'il soit majoritaire en droit de vote. Et en fait, on a vu que la collectivité des associés, il y a très très peu de décisions. Dans les statuts, je dis que les décisions collectives sont celles qui sont imposées par la loi. Sinon, les décisions ne sont pas collectives. Et quand elles ne sont pas collectives, les décisions sont prises, ça dépend, soit par l'associé fondateur, soit à la majorité des droits de vote. Et si les décisions qui ne sont pas précisées, eh bien voilà la règle qui s'applique pour toutes les décisions. Voilà. C'est complètement bordé, quoi. Et pour la SAS, j'ai évoqué le sujet, les actions de groupe. Les actions de groupe, dès lors que, c'est une clause de style, dès lors que j'ai un associé personne morale dans une SAS et qu'il y a une modification de l'actionnariat de la personne morale, bien vous pouvez prévoir
que, à ce moment-là, l'associé personne morale est éjecté. Voilà, en fonction des modifications. Alors, on peut le mettre, hein, la clause. Mais je dis que voilà, la société personne morale est exclue, sauf si cette personne morale associée est dirigée par l'associé fondateur, par exemple. Donc là, il n'y a pas d'exclusion. On peut tout prévoir. Hein. Et attention ici au pouvoir entre usufruitier et nu propriétaire. Ah ben tiens, voilà les statuts que je dois commenter tout à l'heure. Bien, c'est la collectivité des associés ou les assemblées générales des associés. Ouais, mais l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé et il veut faire un pacte du trail en partie en démembrement de propriété. C'est pas moi qui interviens parce que sinon c'est pas moi, j'aurais pas fait ça. Mais enfin bref. Non. Et donc les associés. Ouais, mais l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. Donc dans un pacte du trail, les pouvoirs de l'usufruitier doivent être statutairement limités à l'affectation des bénéfices. Mais dans le cas là que je vais traiter, il n'a même pas ces pouvoirs-là, puisque les pouvoirs sont dévolus aux associés. Et donc, jurisprudence constante, hein, maintenant, l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. Donc, si vous parlez associé, ben, vous privez l'usufruitier des pouvoirs. Voilà. Donc, attention là aussi à la rédaction des statuts. Un associé ne peut pas être privé du droit de participer aux décisions collectives. Décision collective. Mode de consultation, liberté statutaire pour la SAS. Dans la SAS, vous pouvez prévoir les consultations avec vous-même. Tiens, je me consulte et je décide. Oui, parce que dès lors que la décision n'est pas collective, la décision est prise à la majorité des droits de vote sans avoir à consulter les autres associés. Donc, ça peut être une décision de bruit de couloir dans la SAS. Donc, il vaut mieux après écrire hein, la décision qui est prise. Mais la société civile, c'est pareil, mais je me méfie. Pourquoi? Parce qu'en cas de conflit, j'ai affaire au juge civil. Mais la SAS, il suffit d'appliquer le code de commerce. Représentation, personne chez moi ne peut se faire représenter. Il n'y a pas de quorum. Majorité, selon les statuts. Et on a vu que par la majorité, c'est la majorité des droits de vote. Et je peux mettre quelquefois, c'est la majorité absolue. Puis si la majorité absolue ne peut pas être atteinte, à ce moment-là, on parle de majorité relative. Enfin, voilà, ça dépend des situations. Hein. Et la modification des statuts, c'est moi qui ai le seul pouvoir pour modifier les statuts. Vous vous rendez compte? Voilà. Alors, ouais, c'est un peu facho, hein, quand même. Non, c'est démocratique chez moi. Pourquoi? Parce que tout le monde peut voter aux décisions collectives. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a plus de décisions collectives. Mais tout le monde vote. Je ne prive jamais un associé du droit de voter. Donc, vous voyez, c'est très démocratique. Hein. Vous avez des questions ?